Mathieu Charret. En français. Donc, chaque élève dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Les périodes de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Est-ce qu'on peut voir le carton s'il vous plaît? Je vais vous dire le député, puis ensuite je vais vous montrer le carton pour les suivre. Merci. Chère famille Fontenelle, vous avez plusieurs projets présents et futurs et l'équipe de fiscalité ici présente sommes là, en fait, pour faire bénéficier de tous les choix et des déductions possibles qui vont vous permettre de reporter et même de minimiser l'impôt présent et l'impôt futur. L'équipe d'aujourd'hui, formée de mes collègues Mathieu Charret, Véronique Allary et moi-même, Chloé Fortin, vous nous avez donné le mandat de vous donner des recommandations à toute la famille, notamment à M. Yves Fontenelle, afin que tous les membres puissent profiter des déductions fiscales et ainsi minimiser et reporter les impacts fiscaux. À l'agenda d'aujourd'hui, nous allons en premier lieu parler des impôts personnels de M. Fontenelle, pour ensuite vous parler de l'entente avec la sœur de M. Fontenelle, Mélanie. Nous allons vous parler de l'acquisition et des différentes méthodes d'acquisition de la franchise, pour terminer par le transfert des actifs de la société Fontenelle au niveau de l'immeuble que vous avez acquis il y a 2 ans. Commençons en premier lieu par les impôts personnels. Pour ce qui est des impôts personnels, M. Fontenelle, nous avons débuté par calculer l'impôt à payer de l'année 2012. Certains choix fiscaux pouvaient être faits afin de minimiser cet impôt. Donc, nous allons vous les présenter subséquemment. Voici le tableau de l'impôt à payer. Ce qui est important de constater ici dans ce tableau, c'est les différents crédits dont vous pourriez bénéficier dans les années futures, notamment le crédit pour les frais de scolarité de vos enfants qui entrent à l'université prochainement, ainsi que les crédits pour dons de bienfaisance. Vous nous avez fait mention de votre intérêt pour ce genre d'activité. Vous pourriez faire des dons qui seront déductibles de votre impôt à payer pour les années futures ou même l'année 2012 présente. Si nous allons subséquemment, votre REER, vous n'avez pas cotisé cette année au REER, vous pourriez le faire pour un montant de 22 000 $. Votre femme avait un REER non cotisé de 42 000 $. Vous pouvez le faire à sa place, bénéficier de la déduction, mais c'est elle qui retirera les intérêts subséquents de ce REER-là. C'est important de le noter. Par la suite, vous avez aussi les honoraires professionnels que vous avez dû payer pour la contestation à l'Agence du revenu d'un avis de cotisation pour un bâtiment que vous aviez vendu et que vous aviez déclaré un gain en capital. L'Agence législateur avait décidé de reclassifier ce montant comme un revenu d'entreprise, probablement pour les raisons ici nommées, le nombre de transactions de la sorte que vous aviez faites, les délais entre l'acquisition et la revente du bien, l'intention que vous aviez derrière ça. Eux ont jugé que c'était un revenu d'entreprise, ce qui pourrait se reproduire pour les autres immeubles de location que vous avez. Donc, il faudra faire bien attention. Ce montant-là pouvait être déductible puisque c'est des honoraires que vous avez engendrés pour contester l'avis de cotisation. Par la suite, les études de vos enfants. Vous avez différents crédits que vous allez pouvoir, que les enfants ont droit pour relativement à leurs frais de scolarité, aux manuels scolaires, ainsi que les frais de subsistance. Ces crédits pourront être transférables à M. Yves Fontenelle jusqu'à un maximum de 750 $ par année. C'est important de le noter, mais il n'y a aucune échéance à ces crédits-là. Les cotisations au régime enregistré d'épargne études, qui pourrait être très intéressant. Vous avez 2 enfants en plus bas âge, 10 et 8 ans. Il pourrait être intéressant de cotiser. Le gouvernement cotise un maximum de 500 $ par année à hauteur des paiements que vous faites. Ça pourrait être très intéressant. Eux seront imposés sur les montants qu'ils vont retirer au moment de l'utilisation de ce régime épargne enregistré d'études. Par la suite, le déménagement. Vous allez devoir déménager pour vous rapprocher de Montréal. Vous allez être dans une circonférence de 40 km autour de votre nouveau lieu de travail. 15 000 $ de l'allocation que Eurolife vous fait ne sera pas imposable. La différence est considérée comme un avantage imposable. Par la suite,
la voiture que votre employeur mettait à votre disposition, il vous fournissait une allocation de 55 cents du kilomètre. Dans la loi de l'impôt, c'est spécifié que c'est 52 cents qui est permis, donc la différence sera un avantage imposable pour l'année 2012. Donc, je laisse mon collègue vous parler de l'entente avec votre sœur Mélanie. Alors, pour l'entente avec Mélanie, vous nous avez fait part de votre désir de vous retirer de l'entreprise, de retirer votre participation de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux options principales s'offrent à vous. Soit le rachat des actions par Mélanie Inc., soit la vente tout simple des actions à une tierce personne ou à Mélanie elle-même. Donc ici, en premier lieu, si on examine la transaction par rapport au rachat des actions, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va entraîner un dividende de rachat. Donc ce dividende-là, comme vous avez un taux d'imposition relativement élevé, il va être imposé à un taux, au taux du dividende déterminé, c'est-à-dire 33%, si Mélanie Inc. dispose d'un solde de CRTG suffisant, et sinon au taux de 36%, soit le taux du dividende ordinaire. Donc, si on regarde la transaction par rapport à l'impôt qui devra effectivement être payé par rapport au rachat, donc c'est 3 420 $, si c'est un dividende déterminé et 3 135 $ si c'est un dividende ordinaire. En fait, excusez-nous, les deux montants ont été inversés, donc il y a plus d'impôts à payer par rapport au dividende ordinaire. Donc, ça entraîne évidemment un dividende de rachat. Cependant, il faut spécifier aussi que la société ne sera pas obligée de racheter les actions d'un coup. Donc, il va pouvoir avoir un rachat graduel des actions. Donc, si Mélanie Inc. n'a pas les liquidités présentement pour vous racheter au complet, bien le rachat peut être effectué de manière graduelle. Et effectivement, on devra trouver les liquidités pour racheter ces actions-là. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est la vente des actions à Mélanie elle-même ou à une tierce personne. Comme le calcul d'impôt à payer vous est présenté ici. Donc, évidemment, on va soustraire le coût des actions, ce qui va entraîner un dividende un gain en capital de 9 500 $. Et évidemment, ici, on a mis la déduction pour gain en capital auquel vous pourriez avoir droit. Donc, cette déduction en gain en capital nécessite le respect de plusieurs critères. Donc, les actions doivent se qualifier à titre d'actions admissibles de petite entreprise. Comme vous ne nous avez pas fourni vraiment de détails par rapport aux caractéristiques de la société Mélanie Inc., eh bien, on vous les a énumérées ici et ce sera évidemment avec plaisir que nous ferons l'analyse lorsque vous nous fournirez les renseignements nécessaires à l'analyse de la déduction pour gain en capital. Donc, en premier lieu, on doit détenir les actions depuis plus de 24 mois, ce qui semble être le cas puisque ça fait la participation a été acquise depuis un certain temps. En deuxième lieu, évidemment, on doit avoir 50% de la juste valeur des actifs détenus dans la société Mélanie Inc. doivent avoir servi à générer du revenu au cours des 24 derniers mois. Et finalement, au moment de la vente, on doit être une société exploitant une petite entreprise qui inclut deux principaux critères, soit d'être une société privée sous contrôle canadien. Donc, Mélanie contrôle la société, donc on répond à ce critère. Et le deuxième critère de 90% qui est semblable en fait au premier critère qui a été présenté. Donc, 90% de la juste valeur doit servir à générer du revenu. Donc, évidemment, c'est avantageux pour vous puisque vous pouvez utiliser la déduction pour gain en capital, ce qui vous ramène votre gain en capital à pratiquement zéro. Cependant, comme on utilise la déduction pour gain en capital, évidemment, il y a un impôt minimum de remplacement qui pourrait s'appliquer et qui pourrait être déductible au cours des prochaines années. Donc, comme vous avez un revenu et vous payez substantiellement de l'impôt, ça ne devrait pas être un problème pour retrouver cet impôt-là rapidement. Donc, en dernier lieu, nous vous recommandons évidemment de demander à Mélanie d'acheter ses propres actions puisque c'est évidemment la méthode qui va vous permettre de minimiser les conséquences fiscales à cette transaction. Une autre de vos projets était l'acquisition de la franchise. Vous demandiez par quel procédé vous devriez acquérir cette franchise-là selon l'offre de Ecolife. Donc, il y a plusieurs options possibles quant à l'acquisition de la franchise. Vous pourriez acquérir la franchise à titre personnel ou vous pourriez également l'acquérir par l'entremise d'une incorporation. Il y a évidemment des conséquences
fiscales et d'autres avantages aussi par rapport aux deux options. En premier lieu, si vous détenez l'entreprise à titre personnel, tous les revenus de l'entreprise seront automatiquement attribués aux contribuables au taux présentement imposé, qui est probablement le taux marginal d'imposition, étant donné que M. Fontenelle a des revenus de 150 000 $. Donc, c'est un montant important à considérer. De plus, il y aura une responsabilité personnelle à l'encontre de toutes les obligations de cette entreprise-là. Alors que si M. Fontenelle décide d'incorporer son entreprise, à ce moment-là, les revenus sont attribuables à l'entreprise. Et si l'entreprise est une société privée sous contrôle canadien, elle va pouvoir avoir le droit à la déduction pour petite entreprise qui minimise son taux d'imposition à un taux marginal d'environ 19 %. Également, la responsabilité est limitée, soit la responsabilité est limitée à l'entreprise elle-même et aux garanties des actionnaires le cas échéant. Donc, en conséquence, nous vous recommandons d'acquérir la franchise par l'entremise d'une incorporation. Également, nous vous conseillons également que cette incorporation-là soit détenue non pas par M. Fontenelle, mais en fait par une fiducie familiale discrétionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection des actifs qui est accrue si c'est la fiducie qui détient les actions d'une entreprise. Également, ça décuple les déductions pour gains en capital au niveau des bénéficiaires qui ont été nommés pour la fiducie. Il y a également une réattribution possible des revenus, puisque les revenus conservent leur nature. Donc, si c'est des gains en capital, si c'est des revenus locatifs ou autres revenus, ils conservent leur nature dans les mains des bénéficiaires. Il y a également possibilité de fractionner ce revenu-là entre les différents bénéficiaires de la fiducie. Donc, notre recommandation finale est, premièrement, de constituer une fiducie qui, elle, souscrira aux actions de l'entreprise incorporée, et c'est cette entreprise incorporée-là qui acquérera la franchise. Donc, voici le schéma organisationnel. Les fiduciaires. Dans une fiducie, vous devez nommer des fiduciaires, dans le fond, qui géreront la fiducie. Nous vous conseillons de nommer des fiduciaires sur lesquels vous avez beaucoup de confiance. Donc, M. Yves Fontenelle, Mme Nathalie Fontenelle, votre comptable, votre avocat, vous êtes obligé de nommer un fiduciaire qui est comme externe à la famille. Et les bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires, vous pouvez nommer n'importe quel bénéficiaire que vous décidez. Donc, ça peut être des membres de la famille, les enfants présentement et même les petits-enfants à venir, ce qui va permettre à ces enfants-là et ces petits-enfants-là de bénéficier d'un certain revenu lorsqu'ils seront à leurs études, par exemple. Il faut faire attention parce qu'il y a une règle selon un article 74.42 qui est une règle de réattribution des revenus lorsque vous voulez réattribuer des revenus à un membre de la famille dans le but justement d'éviter de l'impôt. Et cette réattribution-là réattribue le revenu à l'auteur de la personne dans le fond qui a fait le revenu, qui pourrait être soit M. Yves Fontenelle. Il faut faire attention au niveau de cette application-là à l'avenir. Donc, vous avez un montant relativement substantiel aussi à avoir pour débuter l'exploitation de votre entreprise, un montant de 250 000 $. Alors, on a identifié plusieurs alternatives qui pourraient être utilisées pour aller chercher ces sommes-là. Soit en premier lieu d'investir personnellement les sommes dans la société Inc. Et en deuxième lieu, soit d'investir par l'entremise de GESCO. Pour la première option, vous avez deux sous-options en fait. Soit en premier lieu de liquider les biens que vous détenez personnellement. Et la deuxième option, c'est de liquider certains biens dans votre société de gestion. Donc, vous avez beaucoup de valeur, vous avez beaucoup d'actifs qui ont pris de la valeur au cours des dernières années. Et il vous serait possible certainement d'aller chercher 250 000 $. Cependant, il faut savoir qu'il y a quand même des contraintes à utiliser ces deux méthodes. La première contrainte pour la vente des actifs personnels, eh bien, vous n'avez pas beaucoup d'actifs superflus. Donc, vous avez votre chalet, votre résidence principale. Votre chalet, vous l'utilisez beaucoup. Vous y allez relativement souvent. Donc, on a considéré que c'était pas un bon actif un actif qui devrait être vendu dans le cadre pour aller chercher ces 250 000 $ là. Et ça va entraîner évidemment des gains et des pertes en capitaux à la disposition du chalet. En deuxième lieu, il y a l'option de recevoir des 250 000 $ par GESCO, donc en liquidant des biens tels que des actions, le placement à terme aussi, le placement en actions canadiennes.
Évidemment, il y a un impôt substantiel qui va être à payer puisque à la disposition des biens dans la société, la société va avoir à payer un impôt, de même qu'un impôt personnel par rapport aux dividendes qui vont être versés ultérieurement, ce qui va être un dividende ordinaire imposé à 36% puisque la société n'a pas de solde de compte de CRTG. Donc, au final, vous avez une imposition relativement substantielle, une imposition de 48% sur la vente de ces biens. Et donc, par conséquent, on a considéré que ce n'était pas une très bonne solution pour vous. La deuxième option, soit celle d'investir 250 000 $ par GESCO, par votre société de gestion. En premier lieu, vous avez l'option d'investir 250 000 $ en actions. Cette option-là, on a rejeté cette option-là puisque la règle qui a été évoquée par ma collègue, les règles de réattribution des revenus la règle de 74.42 qui réattribue des revenus à l'auteur du gel successoral pour l'attribution des revenus, viendrait vous pénaliser dans cette situation-là. La deuxième option qu'on vous conseille, c'est d'émettre un billet à payer à la société que nous venons de créer, donc votre pharmacie. Votre pharmacie va avoir un billet à payer de 250 000 $. De cette façon-là, on va pouvoir déduire les intérêts à l'intérieur de la société qui va exploiter votre pharmacie et on va éviter aussi les règles d'attribution qui viennent vous pénaliser de façon importante. Donc, par conséquent, voici la liste des biens que nous avons jugés les plus favorables à disposer dans votre société de gestion. Donc, il y avait les dépôts à terme et les placements en obligations canadiennes qui n'entraînaient aucun gain en capital, aucun impact fiscal. Cependant, il y avait une pénalité de 3% pour la disposition avant l'échéance. Donc, la pénalité était significativement inférieure à l'impôt qui aurait été à payer par rapport à d'autres biens. Donc, on a jugé qu'il était bon de les disposer. Et en deuxième lieu, la vente des actions canadiennes qui vient aussi vous procurer un montant substantiel de 100 500 $ pour en arriver à aller chercher votre 250 000 $ et il va vous rester par la suite de ces transactions un montant de 29 000 $ pour l'exploitation régulière de votre société de gestion. Donc, qui dit disposition des biens, dit aussi les comptes fiscaux. Donc, on doit regarder les impacts parce que la disposition des biens qui entraînent un gain en capitaux va aussi vous permettre d'accumuler de l'argent dans votre compte de dividende en capital qui va vous permettre de vous verser un dividende totalement libre d'impôt. Alors, c'est un montant de 62 000 $ qui va pouvoir être versé ultérieurement totalement libre d'impôt et un impôt qui va être récupéré de 3 333 $ à la suite du versement de ce dividende dans le futur. Donc, vous aviez une offre de Eurolife au niveau de l'acquisition de la franchise et des possibilités à ce niveau-là. Donc, en premier lieu, le coût initial de 250 000 va être considéré comme un bien en immobilisation admissible. Donc, vous allez pouvoir déduire, l'entreprise va pouvoir déduire une déduction pour amortissement à ce niveau-là, une déduction de 7% sur le 75% du coût initial. Donc, une DPE la première année de 13 125 $. Ensuite, l'option sur le local. Donc, ce n'est pas une option ce n'est pas un avantage imposable. Par contre, ça va être une déduction que vous allez seulement pouvoir déduire à la moitié et non la totalité du loyer pour les 18 premiers mois de location. Le programme de formation complet, donc vous n'avez aucune liquidité à fournir à ce niveau-là, mais ce n'est pas non plus un avantage imposable, c'est fourni par Eurolife, donc profitez-en. Et les redevances, donc c'est considéré comme des frais de vente, c'est donc déductible à 100% contre le revenu d'entreprise de la franchise. Donc, les autres considérations également, les salaires futurs de vos employés seront déductibles à 100%. Présentement, votre femme qui a une technique en comptabilité ne travaille pas, donc elle avait 42 000 $ de cotisation de REER non utilisée, mais elle n'en a plus depuis les 6 dernières années puisqu'elle n'a pas de revenus actifs. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est d'impliquer votre femme dans la gestion de l'entreprise, puisqu'elle a une technique en comptabilité. Vous allez pouvoir ainsi lui verser un revenu et elle va pouvoir ainsi avoir droit à des déductions prochaines pour des REER également. Et ça va vous permettre aussi de fractionner le revenu de l'entreprise entre les différents membres de la famille. Également, la vente subséquente de vos actions. Si les actions, comme mentionné précédemment par mon collègue, se qualifient si les critères de qualification d'actions admissibles de petites entreprises se qualifient, vous allez pouvoir, dans la vente subséquente future
de la franchise, utilisez votre déduction pour gain en capital qui, en 2012, est de 750 000 $. Et nous avons proposé que ce soit la fiducie qui soit dans le fond, actionnaire de cette entreprise-là. Donc, tous les bénéficiaires vont pouvoir bénéficier de cette déduction-là si les actions se qualifient à titre d'APE. Finalement, au niveau du transfert des actifs. Donc, vous aviez un immeuble que vous avez acquis il y a 2 ans, vous n'étiez pas sûr vous avez eu des recommandations d'une de vos amies qui est avocate. Effectivement, il y a plusieurs recours judiciaires qui peuvent avoir lieu, notamment au niveau de vos locataires, s'ils sont mécontents, s'il y a des accidents, etc. Et si vous devez verser de l'argent, eh bien, ce sera premièrement la société de placement qui est propriétaire de l'entreprise qui doit, en fond, payer. Donc, nous vous recommandons effectivement de transférer cet immeuble-là. Et nous vous proposons d'avoir une nouvelle société de gestion que la fiducie va détenir à 100%. Et pour ne pas avoir aucune conséquence fiscale, il va y avoir un transfert de cet immeuble-là à la société de gestion sans aucune conséquence fiscale, c'est possible. Nous avons proposé également, il y a plusieurs stratégies de transfert que nous avons proposées. Et il y a également d'autres considérations qu'on aimerait parler avec vous, soit le gel successoral de l'entreprise, mais nous y reviendrons à la période de questions. Merci. J'aurais une question parce que vous avez parlé d'implanter une fiducie pour, dans le fond, si je comprends bien, ça opérait tout. Et dans le fond, les fiduciaires seraient Yves, sa conjointe et une personne de l'externe. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que si sa femme part avec cette personne-là de l'externe, Yves perde tout, vu qu'il deviendrait juste un seul fiduciaire parmi les deux? Pardon, c'était peut-être pas clair. En fait, les fiduciaires, c'était vraiment les membres de la famille et les fiduciaires, oui, exactement, les personnes à l'externe. Mais c'est une obligation, en fait, au niveau des fiducies, de ne pas juste avoir des membres de la famille, il doit avoir une personne externe. Mais il y a la possibilité, c'est pour ça que j'ai mentionné, pour que ce soit des membres sur lesquels vous avez entièrement confiance, par exemple votre avocat, votre notaire ou votre comptable, sur lesquels vous ne pensez pas que votre femme irait avec cette personne-là. Il n'y aurait pas une... T'as-tu des idées en tête? Il n'y aurait pas une façon que, dans le fond, s'il se passe quelque chose, Yves garde le contrôle quand même. Je ne peux pas éviter que, justement, perdre tous ses actifs. Pardon, une fiducie est formée par un acte de fiducie qui est en principe signé par le constituant et qui est dans le fond M. Fontenelle et par une autre personne externe, soit son notaire qui est dans le fond celui qui des fiduciaires. Donc en principe, si l'acte de fiducie doit être changé, si les fiduciaires, il faut que ça soit signé. Souvent, il faut que les personnes aillent en cours, donc c'est des considérations juridiques qui sont assez importantes. Donc en principe, il n'y a pas de perte de contrôle à ce niveau-là. Si M. Fontenelle est toujours désigné comme fiduciaire, il y a toujours comme la signature d'une des personnes, puis M. Fontenelle pourrait exiger que sa signature soit présente sur les documents en plus d'une des autres personnes. J'ai une petite question sur le roulement que vous proposiez à la fin. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de le toucher. C'est quoi exactement un roulement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça me permettrait de faire? En fait, ce que nous conseillons, c'est que présentement, la juste valeur marchande des actions de votre société de placement est à 800 000. C'est un montant qui est assez important. Et aussitôt que vos actions ont beaucoup de valeur, comme ça, nous vous conseillons de procéder à un gel successoral, ici, qui sera en faveur de votre fiducie, pour que si jamais vous avez un décès prématuré, par exemple, etc., ça irait directement à la fiducie et les actifs seraient comme, dans le fond, à réattribuer aux bénéficiaires. Il y a un moyen de faire un roulement interne en faveur d'une fiducie familiale discrétionnaire sans aucune conséquence fiscale pour M. Fontenelle. Il y recevrait des actions privilégiées dont le PBR et le CV seraient égales aux actions ordinaires présentement, aux anciennes actions ordinaires, et la juste valeur marchande serait de 800 000 $. Par la suite, M. Fontenelle pourrait se faire racheter graduellement ses actions, par exemple, lorsqu'il sera à la retraite ou si jamais ses revenus diminuent suite, par exemple, à une mauvaise par exemple, exploitation par exemple, de votre franchise. Et même, c'est ça, à votre retraite. Donc, c'est ce que nous vous proposons au niveau du geste successoral de votre société de placement. Est-ce que vous avez considéré d'autres options de financement que liquider les placements? Il y aurait aussi la possibilité d'emprunter personnellement ou par l'entremise de votre société. Emprunter personnellement, évidemment, les intérêts ne seront pas déductibles.
Donc, c'est une option que nous avons rejetée pour le financement de votre société. Emprunter par l'entremise de votre société, évidemment, c'est possible de le faire à des taux qui sont moindres que les particuliers. Cependant, vous avez beaucoup de valeur dans vos, vous avez beaucoup de valeur, des placements qui peuvent être aussi volatiles. Donc, à ce sujet-là, on a considéré qu'il était mieux de vendre ces placements-là afin d'éviter aussi des pertes de valeur futures et des coûts d'intérêt prohibitifs dans l'avenir. Concernant la mauvaise nouvelle que j'ai reçue dans le temps des fêtes, là, avec mon 25 000 $, est-ce quelque chose que je peux faire avec ça? Évidemment, le 25 000 $, comme c'est le 25 000 $ en fait se qualifie à titre d'une perte au titre de petite entreprise. Donc, comme l'entreprise était une société exploitant une petite entreprise au moment où elle a fait cette perte-là, au moment où elle a fait faillite, c'est-à-dire, donc cette perte-là va pouvoir être déductible à l'encontre de tous vos revenus. Donc, cette année, on peut considérer que vous allez pouvoir reporter une perte de 25 000 $ sur l'encontre de tous vos revenus, ce qui va résulter d'une économie d'impôt d'environ 10 000 $ puisque vous êtes imposé au taux marginal le plus élevé. Je vous remercie beaucoup, ça répond à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.